temps difficile, The island of poverty. où le mal rôde, I have a dream. Je crois qu'après avoir vu ça, Paris outragé, on peut mourir tranquille. et frappe dans le monde. Paris brisé, Paris martyrisé. Faites que la Providence veille sur la France. « 4 février 1945, Yalta, URSS. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la conférence de Yalta est organisée. Il s'agit d'une réunion entre les futurs vainqueurs de la guerre, Joseph Staline, Franklin Roosevelt et Winston Churchill. Les États-Unis et le Royaume-Uni se concertent pour présenter un front uni à Staline sur la planification de la campagne finale contre les troupes allemandes et japonaises et sur la limitation de la progression de l'armée rouge en Europe centrale. Les buts de la conférence de Yalta sont les suivants. Adopter une stratégie commune afin de hâter la fin de la Seconde Guerre mondiale, régler le sort de l'Europe après la défaite du Troisième Reich et garantir la stabilité d'un nouvel ordre mondial après la victoire. Cependant, les objectifs de Staline sont tout autres. Le dictateur veut confirmer les résultats de la conférence interalliée de Moscou du 9 octobre 1944, esquissant un plan de partage de l'Europe du Sud-Est en zone d'influence pour l'après-guerre. La diplomatie soviétique œuvre donc pour commencer la création d'une Pologne dirigée par un gouvernement ami de l'URSS. Churchill et Roosevelt cherchent à obtenir de Staline la promesse que l'URSS entre en guerre contre le Japon dans les 3 mois après la capitulation de l'Allemagne, et les deux sont donc prêts à faire des concessions. Staline négocie d'autant plus en position de force que les troupes soviétiques ne sont qu'à une centaine de kilomètres de Berlin. « 8 mai 1945, Berlin, Allemagne. 22h43. Le général nazi Alfred Jodl signe la reddition sans condition des forces armées allemandes. L'Allemagne se retire alors du conflit, qui continue pour autant de faire rage dans le Pacifique. À Potsdam, les vainqueurs décident du sort des vaincus. Dès lors, le pays est divisé comme prévu entre la France, le Royaume-Uni, les États-Unis et l'URSS. L'Allemagne est alors fragmentée tandis que l'est du territoire devient polonais. Le monde devient alors bipolaire. L'URSS d'un côté et les États-Unis de l'autre. Cependant, après 1945, les deux superpuissances commencent à devenir rivales. En effet, les relations entre les deux géants se cristallisent par rapport à plusieurs sujets concernant le monde sur lesquels URSS et États-Unis sont en désaccord. Mais cette opposition entre les deux camps est notamment due à leurs différences d'idéologie. D'un côté, le communisme, qui prône la mise en commun des biens et la prise de pouvoir des prolétaires, et de l'autre, le libéralisme américain, qui vise à ce que chaque individu s'enrichisse et qui défend les droits individuels. C'est alors que débute une guerre d'influence où chacun des deux camps cherche à convaincre les autres pays du monde de sa supériorité par rapport à l'autre. Chacun des deux blocs mène une campagne de propagande contre l'ennemi par le biais d'Hollywood, des super-héros et des caricatures. Les pays d'Europe sont les premiers à être le témoin de cette influence. Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis se cherchent des alliés. Et pour cela, le bloc américain met en place le plan Marshall, un programme qui vise à relancer l'activité économique des pays européens et fonde l'OTAN, une alliance militaire signée en 1949 entre les États-Unis et des pays de l'Europe de l'Ouest. En réponse à cette alliance, l'URSS met en place plusieurs gouvernements pro-soviétiques dans les pays libérés. C'est alors que l'Europe est divisée en deux par le rideau de fer. Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent.
24 juin 1948, Berlin-Ouest, Allemagne. Berlin, à la suite des mesures de blocus ordonnées par les autorités soviétiques, n'est plus qu'une ville morte, coupée de toute communication, une cité figée dont les voies de chemin de fer s'encombrent de longs convois. Un matin de 1948, les habitants de Berlin-Ouest se retrouvent sans nourriture. C'est le début du blocus de Berlin-Ouest par l'armée rouge. Depuis 1945, Berlin est divisé en plusieurs zones d'occupation entre Américains, Français, Britanniques et Soviétiques. Cependant, depuis quelques mois, des rumeurs confirmeraient l'union des zones occupées par le bloc de l'Ouest et l'installation d'une monnaie unique en Berlin-Ouest. Face à cela, le 24 juin 1948, Staline organise un grand blocus en verrouillant tous les accès terrestres à cette partie de la ville. Son objectif ? Marquer un grand coup pour chasser les puissances occidentales afin d'obtenir le monopole de la ville. Staline semble être alors gagnant. Cependant, côté États-Unis, il est hors de question d'abandonner les citoyens de Berlin-Ouest. Est alors organisée une grande organisation de ravitaillement par avion. C'est un pari audacieux et stratégique, car c'est Moscou qui prendrait l'initiative d'un conflit en abattant un de ses avions. Près de 280 000 vols seront alors réalisés, soit environ un atterrissage par minute, pour apporter des produits de première nécessité aux Berlinois. Impuissant face à ce point aérien, et soucieux de ne pas déclencher d'affrontement direct avec les Occidentaux, Staline décide de lever le blocus au mois de mai 1949. À la fin du blocus, le 8 mai 1949, les zones allemandes occupées par les Occidentaux se réunissent pour former la RFA, la République fédérale d'Allemagne. À l'est, la zone allemande soviétique devient la RDA, la République démocratique allemande, qui en réalité n'est autre qu'une dictature sous le joug de Moscou. Berlin-Ouest reste sous le contrôle des Américains et demeure un lieu de liberté attaché à l'Allemagne de l'Ouest. « 25 juin 1950, 38e parallèle, Corée du Nord. Il est 4 heures du matin. Un bruit sourd se fait entendre. Les armées nord-coréennes viennent de franchir le 38e parallèle séparant la Corée du Sud de la Corée du Nord. Depuis 1945, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Corée est divisée en deux à hauteur du 38e parallèle suite à un accord de l'URSS et des États-Unis de retirer leur armée du territoire au début de l'année 1949. Au nord, le régime mis en place est communiste, tandis qu'au sud, un régime libéraliste y est installé. Cependant, en juin 1950, le leader nord-coréen Kim Il-sung voit l'opportunité de réunifier la Corée par la force et obtient le feu vert de Staline. C'est ainsi que le 25 juin 1950 débute la guerre de Corée. Néanmoins, les États-Unis réagissent et font voter au Conseil de sécurité de l'ONU l'intervention des casques bleus dans le conflit coréen. Ainsi, les troupes américano-onusiennes, dirigées par MacArthur, repoussent les Nord-Coréens et franchissent le 38e parallèle le 7 octobre 1950. Les mois suivants, les armées coréennes se livrent une guérilla qui finira dans un bain de sang. Finalement, la situation se débloque en 1953. Un armistice est signé et chacune des deux armées revient derrière le 38e parallèle. La guerre aura fait 700 000 morts et plus de 2 millions de civils tués. Officiellement, la guerre de Corée ne fut pas un affrontement direct entre les deux superpuissances, mais indirectement, les deux géants ont joué un rôle décisif à l'issue du conflit. Cependant, malgré la paix ayant été signée, la peur d'une troisième guerre mondiale se fait de plus en plus ressentir. « 13 août 1961, Berlin-Ouest, RDA. Au petit matin, un bruit sourd de marteau-piqueur se fait entendre à Berlin en ce jour d'été. C'est avec stupeur et effroi que la population de Berlin découvre la construction d'un mur séparant Berlin-Est de Berlin-Ouest. Long de 40 km et haut de plus de 3 mètres, il est impossible aux populations locales de franchir le mur. Ce dernier fut construit sous les autorités de la RDA
après accord de Moscou pour mettre fin au départ de plus en plus important des populations de Berlin-Est à Berlin-Ouest. En effet, entre 1949 et 1961, 3 500 000 Est-Allemands rejoignent la RFA. Ils choisissent alors la liberté, mais aussi un meilleur niveau de vie. Cependant, le 13 août 1961, la barrière se lève. Pont fermé, route barrée et métro arrêté. Toute tentative de fuir Berlin-Est est alors sévèrement réprimée. Postés à des miradors tout le long du mur, les soldats soviétiques surveillent les moindres agitations. Progressivement renforcés, le mur et la zone de sécurité deviennent bientôt infranchissables. Pylônes d'éclairage, clôtures de sécurité, fossés anti-véhicules, chemins de ronde gardés jour et nuit. Tout est mis au point dans le but de dissuader quiconque souhaitera s'échapper. Dans cette fuite désespérée, plus de 1200 Berlinois perdront la vie, mais plus de 5000 réussiront le passage entre 1961 et 1989. Le rideau de fer vient de tomber sur Berlin, séparant le monde en deux. Le mur devient le symbole de la guerre froide. « 15 octobre 1962, île de Cuba. Un avion espion américain U-2 survole les eaux cubaines et longe la côte lorsqu'il aperçoit avec terreur des rampes de lancement parsemées tout le long du littoral. Plus d'une trentaine de missiles soviétiques sont prêts à faire feu sur les États-Unis avec une portée de plus de 1800 km pouvant détruire Washington. La Maison-Blanche est sous le choc. Que s'est-il passé ? « 8 janvier 1959, île de Cuba, La Havane. Fidel Castro, à la tête de son armée de rebelles, entre à La Havane et prend le pouvoir à Cuba. Après plus de 4 siècles de colonisation espagnole, en 1898, l'île était devenue indépendante, mais est rapidement tombée sous l'influence américaine. En 1959, la dictature de Batista est renversée et Fidel Castro rebat toutes les cartes. Il commence sa prise de pouvoir en se détachant de la tutelle des États-Unis par la nationalisation des entreprises américaines présentes à Cuba. Face à cela, les États-Unis ripostent et placent un embargo tout autour de l'île. Les relations économiques, politiques et financières entre les deux États prennent alors fin. Cependant, pour Kennedy, nouveau président de la Maison-Blanche, Cuba doit être prise aux mains de Castro. Pour cela, le président américain lance une grande offensive en avril 1961 à la baie des Cochons pour renverser le régime. 1500 exilés cubains entraînés par la CIA débarquent le 17 avril aux abords de l'île. Cependant, l'opération se voue à l'échec. Pour Fidel Castro, cette victoire est immense, mais aux yeux du monde, la crédibilité de Kennedy est considérablement affaiblie. En toute logique, le dictateur cubain se tourne par la suite vers l'URSS pour bénéficier d'une aide militaire pour la défense de son territoire face aux États-Unis. Pour Khrouchtchev, cette demande de Castro est une opportunité en or pour rétablir l'égalité des tensions entre les deux blocs alors que la guerre froide bat son plein. D'une certaine manière, la volonté du dictateur communiste d'installer une base soviétique permettrait de rétablir l'équilibre stratégique après l'installation de rampes de missiles par les États-Unis en Italie et en Turquie pointées sur Moscou. C'est ainsi qu'en juin 1962, dans le plus grand des secrets, 50 000 soldats et une trentaine de missiles nucléaires sont importés à Cuba. C'est l'opération Anadyr. 22 octobre 1962, États-Unis, Washington. Not yet completed appear to be designed for intermediate range ballistic missiles, capable of traveling more than twice as far, and thus capable of striking most of the major cities in the Western Hemisphere, ranging as far north as Hudson's Bay, Canada, and as far south as Lima, Peru. Lors d'un discours devenu mémorable, le président John Fitzgerald Kennedy s'exprime sur la réaction des États-Unis face à la découverte des missiles à tête nucléaire aux portes des États-Unis. D'une voix grave, Kennedy pose un ultimatum à Khrouchtchev. Alors que plusieurs bateaux soviétiques naviguent en direction de Cuba chargés de missiles nucléaires, le président impose au dictateur communiste de cesser immédiatement la progression de ces bateaux jusqu'aux eaux américaines et le retrait des rampes de lancement présentes sur le sol cubain. Cet ultimatum lancé par Kennedy
entraînerait une riposte des États-Unis, replongeant à nouveau le monde dans une guerre mondiale. Après le discours du président, le monde retient son souffle et la pression est à son paroxysme tandis que les bateaux soviétiques continuent dangereusement leur progression vers Cuba. Alors que la guerre froide atteint son apogée, les dirigeants communiquent dans l'ombre. Finalement, le 28 octobre 1962, Khrouchtchev accepte de retirer ses missiles de Cuba si en contrepartie, les États-Unis s'engagent à ne pas envahir Cuba et de retirer leurs missiles en Europe de l'Est. La menace d'une troisième guerre mondiale a été évitée de justesse et le monde peut à nouveau respirer. Après la crise des missiles de Cuba, une période de détente se met en place entre les deux superpuissances. Néanmoins, des conflits éclatent toujours dans le monde et la guerre froide n'est pas finie pour autant, car en dehors du contexte militaire, la rivalité USA-URSS est bien plus grande que sur le champ de bataille.